On avait pensé en organisant ce colloque qu'il serait intéressant d'avoir le point de vue du musicien sur ces exposés scientifiques. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Et quel musicien? Nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir Carole Beffa. Carole, peut-être peux-tu venir me rejoindre, Carole? Je ne sais pas s'il y a besoin de présenter Carole Beffa, pianiste, improvisateur, compositeur, musicologue. Il a tellement fait, pas seulement dans le domaine musical, il a également joué dans de très nombreux films, et notamment il a joué le jeune Mozart très tôt, mais aussi d'autres rôles encore récemment. C'est la personne la plus diplômée que je connaisse, je crois, hein. Au Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris, à 14 ans, il obtient 8 diplômes, de premier prix, pardon. Harmonie, contrepoint, fugue, musique du XXe siècle, orchestration, analyse, accompagnement vocal, improvisation au piano. Voilà. En même temps, quasiment, il est reçu premier ex aequo au concours de lettres et sciences sociales de l'ENS, de l'École normale supérieure, ici à côté, où il obtient une licence d'histoire, une licence de philosophie, une licence et une maîtrise d'anglais. Il est reçu en même temps premier à l'agrégation de musique et il est diplômé ingénieur statisticien de l'ENSAE. Voilà. Et ça continue encore après, mais enfin, bon, tu ne t'arrêtes jamais, je crois. Carole est l'auteur de plusieurs livres que je vous recommande très vivement. Il y en a un qui est tout à fait intéressant pour nous aujourd'hui, puisqu'il est avec Cédric Villani sur les coulisses de la création musicale et mathématique, mais aussi Ravel, un imaginaire musical, l'autre XXe siècle musical, un livre très intéressant sur un panthéon personnel de musiciens, depuis Maurice Ravel jusqu'à Vladimir Kosma, en passant par Steve Reich ou John Adams. Et puis un livre tout récent sur Bernard Herrmann, que je ne connaissais pas personnellement, mais qu'en fait qu'on connaît tous, je crois, puisqu'il est compositeur de nombreuses bandes-sons de Citizen Kane, de Taxi Driver, etc., d'autres films d'action d'Alfred Hitchcock. Voilà. Donc pour donner une idée de l'étendue des connaissances de Carole, et l'idée c'était d'avoir une discussion ensemble, je vais peut-être m'asseoir à tes côtés. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot d'abord de ce que l'apprentissage de la musique t'a apporté au cours de ton enfance? Comment ça a commencé? Merci infiniment pour cette présentation beaucoup trop élogieuse qui me fait rougir. Et merci au Collège de France et à la Fondation Vareille pour leur accueil. Alors, qu'est-ce que l'apprentissage de la musique m'a apporté? J'ai commencé la musique à 5 ans, ce qui est plutôt jeune, mais bien des musiciens ont commencé la musique plus tôt, voire beaucoup plus tôt. J'ai commencé par le solfège, tout simplement. Il y a quelques dizaines de mètres d'ici, au conservatoire du 5e arrondissement, avec un directeur, Yves Lemonnier, qui était extrêmement pragmatique et qui considérait que quand un enfant savait lire, il pouvait tout à fait commencer la musique. Lui-même avait développé une méthode d'apprentissage des clés, la lecture simultanée, c'est-à-dire qu'on apprenait simultanément la clé de sol et la clé de fa, qui était, à mon avis, très ingénieuse et qui avait en plus l'avantage d'être ludique. Je dois dire d'ailleurs que, contrairement à beaucoup d'enfants qui disent ne pas aimer le solfège et qui trouvent l'enseignement du solfège extrêmement rébarbatif, qui aimeraient pouvoir s'en passer avant de se mettre à chanter ou à jouer d'un instrument, j'ai trouvé l'apprentissage du solfège plutôt amusant, plutôt ludique. Peut-être parce qu'il correspondait aussi à un certain goût pour la logique que j'avais. Et dans le cas de ces cours de solfège au 5e arrondissement, il a fait que, au bout d'un an, j'ai pu me mettre à l'apprentissage d'instruments, en l'occurrence 2 instruments, la flûte à bec d'une part, instrument qui n'a pas forcément très bonne réputation à cause d'années et d'années de pratique, à tort ou à raison. On a condamné quelques enfants du collège à faire, mais c'est un passé révolu. Donc la flûte à bec d'une part, le piano de l'autre, ce qui était à mon avis une très bonne chose, parce que le fait de pouvoir commencer à jouer assez vite avec ses 2 mains au piano permet de s'accompagner, permet de goûter aux joies de la polyphonie, de l'harmonie, ce qui est extrêmement stimulant, je pense. Un peu plus tard, je me suis mis aussi au saxophone. Je crois que j'étais autant fasciné par l'objet saxophone que par le son qu'il produisait, et puis j'avais déjà un certain goût assez prononcé pour le jazz.
Donc toutes ces choses sont venues assez vite, et je suis reconnaissant à mes parents à m'avoir d'une certaine façon forcé à me mettre au piano un jour. Quand nous avions 5 et 6 ans et demi, mon frère et moi avons vu dans le salon désormais un piano, et on n'avait pas le choix, il fallait en jouer. Je ne suis pas certain que je ne me suis même jamais à la musique si je n'avais pas eu cette première incitation. Donc c'est un début très français quelque part, parce qu'on insiste beaucoup dans l'éducation musicale française sur le solfège en même temps et parfois plus longtemps, enfin, sur le plan des cours eux-mêmes, que la pratique de l'instrument. Oui. Il y a assez peu de termes d'ailleurs dans les langues étrangères pour définir ce que serait le solfège. Bon, solfeggio par exemple, mais on parle souvent de théorie musicale. Or, cette théorie musicale, elle est assez rudimentaire pour l'enfant qui doit en faire l'apprentissage. En l'occurrence, je pense que cet apprentissage du solfège, il a plusieurs vertus. D'abord, il permet un tout petit peu de canaliser l'attention, tout simplement, en faisant en sorte que la grammaire qui va être celle qu'on va utiliser comme musicien par la suite, assez fréquemment, soit acquise, et acquise relativement tôt. Alors, certes, est-ce que ce n'est pas un peu cruel d'obliger des enfants à faire cet apprentissage du solfège avant même qu'ils puissent jouer d'un instrument ou chanter? C'est possible. Je n'ai pas d'avis très tranché sur la question. Je pense juste que le solfège, quand on le pratique assez tôt, permet effectivement de stimuler le goût qu'on va avoir à la fois pour le rythme, par la lecture rythmique, permet de se faire une idée de la musique dans son ensemble par l'apprentissage des différentes clés, et puis aussi, tout simplement, va permettre de prendre un certain goût pour l'intonation, le fait de chanter ou de jouer juste. Alors, jouant d'instruments qui n'étaient pas des instruments à cordes, cette question se posait moins pour moi, mais je pense que globalement, c'est effectivement un apprentissage qu'on considère souvent comme très français, un peu trop strict, mais dont je pense qu'il m'a été bénéfique. Et alors une question qui m'intéresse moi personnellement, mais je pense qu'aussi on va y revenir dans l'après-midi, c'est toujours cette question du transfert de l'apprentissage musical. Toi, tu es à la fois musicien et mathématicien, statisticien. Oui, enfin, quand même, à un certain niveau. Dans quelle mesure est-ce que tu envisages qu'il y ait des bénéfices mutuels depuis la musique à les mathématiques, depuis les mathématiques à la musique? Nous, au niveau cérébral, on trouve qu'il y a un recouvrement, en tout cas, il semblerait qu'il y ait un recouvrement de certaines activations pour la structure de la musique, la structure abstraite, disons, des séquences auditives, et puis la structure abstraite de certains objets mathématiques. Est-ce que tu vois des liens et de quelle nature? Alors, franchement, je ne me considère vraiment pas comme un mathématicien. J'ai un vrai goût pour les mathématiques, mais voilà, surtout face à toi, par exemple, je ne me considère certainement pas comme mathématicien. Alors, il y a effectivement l'utilisation d'abord d'un langage assez abstrait dans les deux cas, la notation mathématique, qui est du chinois, entre guillemets, pour bien des gens qui ne la connaissent pas, et la notation musicale qui est du chinois pour ceux qui ne la connaissent pas non plus. Ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est vrai qu'un des exercices que, comme enseignant en musicologie, je fais assez fréquemment à mes élèves, et qui, à mon avis, est extrêmement formateur, qui peut l'être pour des mélomanes de tout niveau, aguerris ou bien absolument débutants, c'est l'exercice du commentaire d'écoute, où, à l'aveugle, on vous fait écouter une œuvre, s'il n'est pas trop longue, un fragment d'œuvre, et vous devez, à partir d'un certain nombre d'éléments que vous trouvez dans votre culture personnelle, ou tout simplement, grâce à l'écoute assez active que vous pouvez avoir, vous devez essayer de déterminer ce qui en fait l'intérêt, ce qui en fait la beauté, et éventuellement essayer ensuite de dater l'œuvre en question. Un des éléments que l'on fait en général, et quand on passe par cet exercice du commentaire d'écoute, c'est d'essayer de donner une description formelle de ce que l'on entend. Dans ce cas-là, on est obligé d'utiliser la résurgence du connu, faire appel à ce qui se répète. Vous pouvez avoir des signes de reprise, vous pouvez avoir des reprises à l'identique, des reprises partielles, et vous allez aboutir à un schéma formel, plus ou moins rudimentaire, par exemple une forme A, B, A, ou AB, A', le A ou le A' étant
la déclinaison plus ou moins modifiée de ce que l'on a entendu comme étant une partie A. Je pense que ce genre de séquence a quelque chose qui peut se rapporter effectivement aux mathématiques. Il y a évidemment la question du tempo. Pour certains instrumentistes ou certains chanteurs, lorsque ils ont parfois des changements brusques de tempi, il faut, au moyen d'une règle de 3 assez élémentaire, mais ça suppose quand même un minimum de connaissances mathématiques, en tout cas à réactiver, passer d'une séquence qui va être selon tel tempo à sa séquence suivante selon tel autre tempo. Ce sont deux exemples qui me viennent à l'esprit, il y en a certainement quantité d'autres, mais oui, on peut voir un lien entre les deux. Alors, il se trouve que je connais beaucoup de mathématiciens pour qui la musique est leur art préféré, de loin. Peut-être que c'est lié à une certaine forme de curiosité et d'abstraction dans les deux cas. Mais attention, je serai assez prudent. Je connais aussi quantité de musiciens, d'excellents musiciens qui sont nuls en maths, et aussi quelques scientifiques, mathématiciens en particulier, qui n'ont pas d'appétence particulière pour la musique. Oui, il y a des appétences communes et il y a de nombreuses exceptions. Je ne sais pas si tu veux dire un mot de Ligeti. Tu es un grand spécialiste de Ligeti. Alors, ta thèse fait 800 pages, je crois, sur Ligeti. Alors, j'ai effectivement étudié longuement Ligeti. D'abord, ses études pour piano, tout particulièrement, qui font partie de ses dernières œuvres, et ensuite Ligeti plus généralement pour mon habilitation à l'IAG des recherches. Ligeti, effectivement, sur cette question des sciences et des mathématiques en particulier, il est intéressant parce que, d'une certaine façon, on peut dire qu'il s'est plongé corps et âme dans la musique par défaut. Ligeti était, dès l'enfance, fasciné par les sciences, et à cause des lois antisémites et du numerus clausus, il n'a pas pu, comme il aurait voulu, étudier les mathématiques et la physique à l'université de Cluj. Donc, c'est seulement par défaut qu'il s'est orienté de façon professionnelle vers la musique. Il a gardé toute sa vie une vraie estime et une vraie curiosité pour les sciences en général, qu'elles soient expérimentales ou exactes, et jusqu'à la toute fin de sa vie, alors même qu'il était, hélas, immobilisé, il se renseignait en essayant de lire dans des revues spécialisées des articles parfois extrêmement pointus sur des questions scientifiques qui le taraudaient. Et puis, ça a eu une certaine influence sur sa musique, mais il précise que, contrairement à quelqu'un comme Xenakis, par exemple, il n'a jamais cherché à appliquer des théories mathématiques à la musique. C'était plutôt une matière bonne à penser, c'était plutôt la beauté de certaines branches des mathématiques, par exemple les fractales, par exemple la théorie du chaos, qui pouvaient l'inspirer de façon indirecte, mais plutôt comme stimulant, on va dire, esthétique. C'était vraiment la beauté des mathématiques et des sciences plus généralement qui pouvait avoir une incidence. À côté de ça, il voyait aussi dans, par exemple, les sciences expérimentales, une certaine façon de songer à ce que pouvait être la transition entre deux univers musicaux apparemment étrangers l'un à l'autre via un pont, un conduit, une transition qu'il appelait organique, un peu au sens de ce que peut être quelque chose d'organique s'agissant des sciences naturelles. Merci. Avant d'appeler nos autres collègues et d'avoir une discussion générale, une dernière question. Enfin, tu as rappelé ou fait allusion au fait que la musique a un tel pouvoir que souvent elle fait l'objet d'une suppression active dans certaines cultures, dans certaines religions aussi, on peut le rappeler. Est-ce qu'il y a pour toi des avantages à la musique sur le plan strictement social et dans ta propre expérience? Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Alors, en écoutant certains des intervenants de ce matin, j'ai pensé à une chose qui est pourtant assez évidente, mais je crois que je m'étais jamais fait la réflexion jusqu'à avant, qui est que probablement que le fait de jouer en public, même à l'occasion d'auditions de fin d'année pour de très jeunes élèves devant d'autres élèves, devant leurs parents, devant des proches, eh bien, cela pouvait permettre de vaincre son trac et permettre par la suite, par exemple, de parler en public. Ça, c'est une première chose. Plus globalement, la pratique collective, je pense, est essentielle en ce qu'elle apprend l'écoute mutuelle, une certaine forme d'empathie, j'en suis sûr, et de respect de l'autre. Et plus généralement, je crois que le fait de
pouvoir pratiquer un instrument, ou de chanter a des effets bénéfiques sur le fait de pouvoir se concentrer, avoir une espèce de focale d'attention. C'est certains des avantages que je vois là, comme ça spontanément. Il y en aurait certainement beaucoup d'autres. Mais je dois dire que jouant moi du piano, qui n'est normalement pas un instrument d'orchestre, de la flûte à bec, qui est un instrument antérieur à l'apparition de l'orchestre symphonique, et du saxophone, qui est un instrument plutôt marginal dans l'orchestre quand il apparaît de temps en temps chez certains compositeurs à partir de la fin du XIXe siècle, j'ai eu une pratique de l'orchestre assez rudimentaire. Il m'est arrivé néanmoins de jouer de la flûte à bec et du saxophone, soit dans des parties qui étaient transposées et adaptées pour la situation, soit par la suite comme pianiste d'orchestre. Et la sensation de jouer comme ça de façon collective, passer le premier effroi et une certaine intimidation qu'on peut avoir, de jouer devant un chef d'orchestre et de façon collective avec d'autres, je pense, décuple le plaisir pris à la musique. C'est une chose que n'importe quel chanteur qui a l'occasion de chanter dans une chorale retrouvera. Chanter est une chose extrêmement plaisante. Chanter à plusieurs rend la chose 10 fois plus plaisante. Merci beaucoup, merci Carole.